Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, chaque dimanche pour la rétrospective de la semaine. Ce soir, nous avons le réel plaisir de recevoir un membre de l'UNC. Il est premier secrétaire national du Parti socialiste et administrateur à la SCTPX ONATRA. Avec Daniel Mwanateba, nous allons décortiquer le temps fort de l'actualité, marqué vraiment ce dimanche par le discours tant attendu du chef de l'État. Il est membre de l'UNC. La toute première question, très heureuse d'abord d'être avec nous. C'est un dimanche atypique parce que c'était vraiment un discours attendu après quelques semaines de consultation nationale. Vous êtes membre du CACH. Le chef de l'État, dans une des parties de son discours, a parlé de la fin des regroupements politiques. Et on doit mettre maintenant l'accent par rapport aux partis politiques. Donc c'est la fin du CACH aussi. Hein. Ben, dans un premier temps, je me permets de rectifier, madame. Je ne suis pas membre de l'UNC. Ah non, allié de l'UNC, merci beaucoup. Quoique l'idée serait tentante, hein, de faire comme Papa Wemba qui avait abandonné son vivre à la musique pour aller auprès de Taboulay dans la Frisa, mais l'heure n'en est pas encore à cet instant. Merci de m'avoir autorisé à rectifier. Je ne suis pas membre de l'UNC. Ah oui. Allié, Parti socialiste, merci. Allié de l'UDPS, donc membre du CACH, j'allais le dire. Totalement membre du CACH. L'émission commence tambour battant. Oui, tambour battant, on n'a pas le temps à perdre. Cette question, vous dites... c'est la fin du CACH aussi. Il est vrai que, vous savez, le discours vient à peine d'avoir lieu. Nous sommes à chaud, là. Et vraiment à chaud. Et en général, lorsqu'on réagit trop chaudement à chaud, on a mille chances de se tromper. Trop d'émotions. Parce que là, on réagit sous l'émotion, sous la passion. Mais en ce qui me concerne, je crois que il est de mon devoir et de mon droit de pouvoir analyser la situation politique à chaud ou à froid. C'est inquiétant, effectivement, mais je crois que cette question se réglera au sein du CACH. Qu'on sache réellement, parce que le CACH en lui-même est un regroupement. Le chef de l'État a mis l'accent sur le fait qu'il fallait plus se baser maintenant sur les partis politiques et non plus sur des regroupements. C'est vraiment un pavé dans la mare et c'est une équation à multiples inconnus. Parce que dans le CACH, il y a l'UNC, l'allié, il y a l'UDPS. Et il n'y a pas que UDPS, il n'y a pas que UNC, il y a UDPS et allié et UNC et allié. Donc plusieurs partis. Lorsqu'on parle de reconfigurer l'espace politique en se basant plus sur les partis, il est de bon aloi de savoir que actuellement, ce dont le chef de l'État a besoin, et il a martelé, il a répété, il a même menacé de dissoudre l'Assemblée s'il n'y parvenait pas, ce dont il a besoin, c'est d'une majorité au Parlement. Quand on parle de mettre l'accent sur les partis politiques et non plus les regroupements, c'est dans le cadre des partis qui ont des élus au Parlement. C'est ceux qui sont les plus intéressants. Quid des autres? Parce qu'au niveau de l'UDPS et alliés, énormément d'alliés de l'UDPS n'ont pas de députés. Au niveau de l'UNC et ses alliés, énormément d'alliés n'ont pas de députés. Mettre l'accent sur les partis et non plus sur les alliés, c'est juste à titre symbolique, à titre personnel ou à titre du nombre d'élus. Je ne comprends pas encore très bien. Mais une chose est sûre, nous avons la capacité suffisante pour capter le message et essayer de capitaliser ce que nous avons. Nous allons décortiquer. Vraiment, l'émission aujourd'hui sera aussi vraiment beaucoup plus centrée sur ces discours. C'est vraiment ça l'actualité phare de ces dimanches. Merci Stani Boujakera. Je vais prendre chaque partie, chaque tweet de Stani parce que je le suis et il est une de mes sources d'information. Comme ce fut le cas lors de la prestation de serment des membres de la Cour constitutionnelle, j'userai des prérogatives constitutionnelles qui me sont reconnues pour revenir vers vous, peuple souverain, et vous demander cette majorité. Dixit Félix Tshisekedi. Donc, si Monsieur le Président n'a pas cette majorité, il reviendra vers nous. C'est quoi? C'est un référendum ou c'est une dissolution carrément de l'Assemblée nationale? Mais il était clair. Il a dit qu'il va recomposer une nouvelle majorité. Il en appelle, en fait, c'est un sursaut patriotique.
et démocratique auquel il a fait allusion, il en appelle aux forces vives de la nation de se réunir autour de lui, autour de sa vision, selon sa façon de voir les choses. Donc il a dit, je précise, au cas contraire, s'il n'y a pas cette majorité, au cas contraire, fort de ce que les raisons de dissolution sont réunies, on sait qu'il existe effectivement une crise persistante, cristallisée notamment par le refus du Parlement de soutenir certaines initiatives du gouvernement. Donc cette crise est permanente. Donc vous savez, la Constitution... Tous les ingrédients sont là pour dissoudre cette Assemblée nationale là. Oui et non. La Constitution, vous savez, je suis du cash, mais je me dois de dire la vérité tout le temps. La Constitution est claire. En cas de crise persistante entre le gouvernement et le Parlement, une chose est sûre. Le chef de l'État a dit que s'il n'arrivait pas à avoir cette majorité, il userait de toutes ses prérogatives constitutionnelles. Et parmi ces prérogatives, il a parlé de faire constater la crise. Non pas les crises à venir, mais la crise latente et actuelle, donnant pour exemple le refus du gouvernement et d'une partie du Parlement d'obtempérer à la prestation des serments des juges de la Cour constitutionnelle. Ce que je constate, c'est que si le chef de l'État n'a pas la majorité, il se référera à des faits qui ont déjà eu lieu. C'est-à-dire le refus d'obtempérer. Et je crois qu'à mon sens, il aurait fallu carrément dissoudre carrément, l'Assemblée nationale. Et non attendre cette nouvelle majorité. Parce que vous savez, ce que j'ai appris, moi, de l'homme politique congolais, c'est sa versatilité. Un constat. Je n'ai pas été moi-même aux consultations nationales, pour la simple et bonne raison que j'étais censé y aller sur la liste UNC et aller. Au niveau de l'appareil de l'UNC, il était décidé que les administrateurs, les mandataires n'y aillent pas. Je ne me suis pas retrouvé. Et pour finir, j'étais censé y aller sur la liste des notables du Maniema. Je suis quand même un des notables du Maniema, sauf qu'on m'appelle 1 heure avant pour me dire que préparez-vous, le chef de l'État vous reçoit ainsi que les notables du Maniema dans 1 heure. Malheureusement, j'étais en mission de service à Matadi. Et c'est la seule raison pour laquelle je n'ai pas pu y participer. Je me suis morfondu, mais je tenais à ce que ça se sache. Ce n'est pas du sabotage. Mais pour revenir à non, on va continuer. Donc l'émission, je veux faire 20 minutes sur ça parce que c'est ça le dossier. Voilà. L'info clé, donc accordez-moi même 30 minutes, c'est ça l'info clé, je ne peux pas passer outre, c'est ce qu'on attendait et on va prendre deux, trois sujets après, voilà. Info c'est spécial aussi. Donc le chef a dit, par union sacrée, j'entends une nouvelle conception de la gouvernance basée sur les résultats dans l'intérêt supérieur de la nation. Il s'agit d'adhérer aux principes, valeurs et cadres pragmatiques, programmatiques dont je viens de fixer ici les grandes lignes. Donc le chef a fixé les grandes lignes. Donc l'échec de la coalition aujourd'hui, c'est à cause du FCC. C'est le FCC qui a mis en mal cette coalition. Écoutez, à suivre le chef, c'est le cas. À suivre le chef, c'est le cas. La vraie question, ici, Madame Kimuntu, pendant que tout le monde était dans l'attente du discours du chef de l'État d'aujourd'hui, moi, j'étais déjà à lundi. Je me projetais déjà à lundi. Parce que le discours, c'est bien. Le chef a pris des décisions courageuses. Ce n'est pas évident avec le FCC qui n'est pas... On n'a pas encore dit un mot. Hein. On attend la position officielle du FCC d'ici là. Selon Patrick Kanga, on attend. Et je ne pense pas que le FCC dira un mot aujourd'hui. Peut-être même pas demain. Ils sont dans leur logique de pourrissement. Le vrai problème, c'est que nous avons fonctionné de 2018 à aujourd'hui sur base d'une coalition. D'un deal. Toutes les décisions étaient concertées. Exactement. Il va de soi que la décision prise par le chef de l'État n'est pas... Il n'y a pas eu concertation avec le FCC. Parce que moi, j'ai ouï dire que avant ce discours, le chef de l'État actuel a rencontré le chef de l'État honoraire. Parce que beaucoup disent, nous avons fouillé, nous sommes là vraiment à chaud, nous regardons les réactions de cette population. Beaucoup disent que Kabila ne peut pas avoir laissé...
le président dire cela si lui-même n'a pas eu de garantie? Parce que là, c'est la fin de Kabila, qu'on les dise ou non. On ne sait pas ce qui va se passer demain. On ne sait pas, est-ce qu'aujourd'hui, c'est la fin politique de Kabila? Est-ce qu'on a sécurisé Kabila? Parce qu'il y avait un balai diplomatique avant ce discours, les 2 derniers jours ici. Nous avons vu le président de certains ambassadeurs même de l'Union africaine, beaucoup sont venus. Est-ce qu'on a sécurisé Kabila? Est-ce que Kabila est fini? Qu'est-ce qui va se passer par rapport à Kabila? Moi, j'ai ouï dire que le chef de l'État n'a pas rencontré Joseph Kabila. Ah, il n'a pas rencontré. Il est passé outre son partenaire cette fois-ci. Non, j'ai ouï dire, comme vous avez ouï dire qu'ils se sont rencontrés, moi j'ai ouï dire que ce n'était pas le cas. Okay. Le vrai problème, est-ce que c'est le chef de l'État qui insécurise Kabila? Qui le sécurise? Qui l'insécurise. Ah, c'est ça, qui l'insécurise, pas non. Est-ce le chef de l'État? La réponse est non. Qu'est-ce qui a fragilisé et insécurisé Joseph Kabila, sénateur à vie? En grande partie, c'est l'incurie de certains membres du FCC. Les extrémistes, comme on dit, les faucons des 2 côtés. Oui, mais ceux qui ont le plus fragilisé Joseph Kabila, sénateur à vie, c'est l'incurie et l'extrémisme et l'impudence, l'insolence parfois de certains membres du FCC. Pas tous, certains. Et ces membres du FCC qui œuvrent pour l'affaiblissement de Kabila, on retrouve les mêmes extrémistes du côté du cash, et en particulier de l'UDPS. Aujourd'hui, il y a une dynamique populaire qui veut demander la fin de la coalition FCC Cash. Mais on doit savoir qu'une fois cette coalition, c'est déjà une fin officielle, c'est déjà une fin. Et demain, qu'est-ce qui va se passer? Mais demain, nous n'aurons plus de bouc émissaire. Il n'y a pas que l'UDPS qui voulait cette fin. Il y a Martin Fayulu, dès le début d'ailleurs. Martin Fayulu qui parlait d'une coalition contre nature. Martin Fayulu qui disait d'ailleurs que Tshisekedi est une marionnette, un pantin. Il a dit dès le début de l'entrée en fonction de Félix-Antoine Tshisekedi. Donc, ce n'est pas seulement l'UDPS. Il y a d'autres partenaires politiques qui ne voulaient pas de cette coalition. Je vous dis que Daniel Mwanateba. On parle d'extrémisme ici. Donc Martin Fayulu est extrémiste? Absolument. Vous savez, il y a Martin, c'est un grand frère à moi. Il est extrémiste. Oui, mais vous savez, en général, les gens qui croient mordicus à leurs convictions, les gens qui ont des convictions, qui ne veulent pas négocier avec leur conscience, en général, ils sont extrémistes. Etienne Tshisekedi l'était aussi, selon vous. Alors, si on voit cette définition-là, Etienne Tshisekedi était aussi extrémiste. C'était le plus grand extrémiste de tous. Monsieur, non. Il ne négociait pas. Le vrai problème, c'est que là, on est en politique. Et la politique ne s'accommode pas trop des extrémismes. À un certain moment en politique, c'est ce qu'a fait Félix-Antoine Tshisekedi, parce que beaucoup disaient que Félix joue à un jeu. Permettez-moi de le dire, parce que je ne vois pas comment l'exprimer en français. Alinga, il m'a le droit, moi, Zoba Moko Boye, parce qu'il va manipuler, mais aujourd'hui, il est le gagnant, il est le vainqueur. 2 ans après, il a mis Kabila KO. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'on a gagné, on a remporté la plupart des batailles dans lesquelles nous nous sommes livrés. Quand je dis nous, c'est-à-dire le cash, et en particulier le chef de l'État. La plupart des batailles. On n'avait pas gagné la guerre, hein? Je ne le pense pas. On ne peut pas, au stade actuel, déclarer la victoire dans la guerre. Le chef de l'État lui-même a été assez prudent. Malgré le discours martial qu'il a fait aujourd'hui, ce que j'ai retenu, c'est ce petit passage en 4 langues. C'est un message venu du cœur. Il voulait toucher les populations dans ce qu'elles ont de plus profond, c'est-à-dire leur langue vernaculaire. Et il a voulu rassembler la population. Vous savez, le discours du chef de l'État aujourd'hui, dans cette partie-là, m'a rappelé... Ça m'a touché personnellement, parce qu'il a parlé dans ma langue. Ça m'a touché personnellement. Il a touché cette fibre-là. Donc, c'est cette fibre-là qu'il a voulu toucher. Ça m'a rappelé le discours de Recep Tayyip Erdogan. Lorsque les militaires ont encore voulu faire un coup d'État en Turquie, il est passé à la télé, il a appelé le peuple à se lever, pas se soulever, mais à se lever comme un seul homme et à dire non à la dictature militaire qui voulait encore s'installer, et nous avons vu le résultat. Je crois qu'on a recherché le même résultat, passé dans les rues, il y a une certaine liesse populaire, mais moi, en tant que... Après la liesse, la liesse va retomber. Elle va retomber. Demain, déjà, c'est un autre jour. Je vous Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Mabunda va se laisser...
comment on dit, déguerpir, permettez l'expression, parce que déjà les gens disent que Bambounda n'a plus le droit de siéger, le bureau n'a plus le droit de siéger. D'ailleurs, Daniel Mbao, un de député MLC l'a dit, il n'a pas le droit de siéger. Le président doit parler d'ici quelques temps, par rapport au discours de la nation. Il va siéger avec quel parlement, avec quel bureau. Qu'est-ce qui va se passer? C'est ça maintenant. Qu'est-ce qui va se passer d'ici fin 2020? Je crois quand même que ce serait indécent aussi que le président se prononce devant un bureau composé du doyen et des deux plus jeunes. Ça sera la première dans l'histoire de la République. Et je considère, moi, que ça ne ferait que déprécier un peu plus la fonction présidentielle. Donc le président doit attendre le nouveau bureau ou la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale. En toute logique, oui. Sauf que la Constitution a ses impératifs. Le discours de l'État, de la nation, devant les deux chambres réunies en congrès, est prévu à une date constitutionnelle. Okay, exactement. Ne pas le faire équivaudrait à une violation patente de la Constitution. Vous savez, on est dans plusieurs stratégies pour atteindre un objectif, mais parfois, je crois qu'on a des petites lacunes en termes de calcul des conséquences. Mais dans ses discours, le chef n'a pas parlé personnellement de Vital Kamerhe. Il a parlé de la corruption. Il a parlé de... Vraiment, on doit être sévère avec la corruption, avec tout ce qui détourne les deniers de l'État. Mais il n'a pas vraiment cité Vital Kamerhe. Alors, vous êtes proche de VK. Quel est son sort aujourd'hui? Est-ce qu'il a déjà réagi? Parce que je ne sais pas. Le sort de l'UNC... VK personnellement, on en est où? Une chose est sûre, je sais qu'il n'a pas parlé de Vital Kamerhe, pendant qu'il parlait des escrocs, des corrupteurs et tout, pour la simple et bonne raison que Vital Kamerhe ne fait pas partie de cette catégorie. Condamné à 20 ans de prison. Oui, mais condamné à 20 ans de prison en première instance. Il ne sera condamné définitivement qu'une fois l'appel interjeté et coulé en force de choses jugées. Donc, jusqu'à preuve du contraire, Vital Kamerhe reste présumé innocent, tant qu'il n'a pas épuisé, mais il l'est toujours. Et vous pensez que le chef de l'État, et vous pensez que le chef de l'État va maintenir un grand voleur comme directeur de cabinet? Non, le chef de l'État laisse la justice faire son travail, partant du principe que Kamerhe n'étant pas condamné définitivement, on ne peut pas dire de lui qu'il est réellement malade, parce qu'il y a une certaine opinion qui disent que non, Vital est en train de simuler, comme l'a fait à l'époque Moïse Katumbi, pour sortir du pays, parce qu'on le sait comment ça se passait pour que Moïse sorte de ce pays quand Kabila était encore chef de l'État. Alors les gens disent un peu de parallélisme, donc VK est en train de simuler pour simplement sortir de ce pays et aller renforcer son opposition au chef de l'État, parce que beaucoup craignent que si VK sorte de ce pays, il peut rentrer par l'est de la République et fomenter une grande rébellion. Il est quand même un grand Bouana ou un grand... voilà, un politicien qui pèse à l'est de la République. Donc, je suis un peu surpris que... Vaut mieux avoir son ennemi plus proche de lui que ses amis. Oui, mais vaut mieux avoir ses ennemis plus proches de lui que ses amis. La différence, c'est que Vital Kamerhe n'est pas l'ennemi du chef de l'État. Vous en êtes sûr? Parce qu'il a saboté les 100 jours du chef de l'État. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Mais il y a beaucoup de matière là-dessus. Je n'ai pas envie de revenir sur une affaire qui est pendante devant les cours et tribunaux. Mais je tiens à vous rappeler que le chef de l'État a effectivement parlé d'une certaine manière de l'affaire Kamerhe. Vous avez entendu dire qu'il faudrait que des mesures soient prises vis-à-vis des magistrats qui outrepasseraient leurs droits, vis-à-vis des magistrats qui rendraient des jugements iniques ou qui abuseraient de leur pouvoir. Vital Kamerhe est victime d'un abus de pouvoir de la magistrature. Donc, quelque part, le chef de l'État a parlé de lui. Est-il réellement malade? Il est réellement malade. Mais le drame en RDC, c'est que très souvent, on attend qu'une personne casse la pipe pour pouvoir dire « Ah, il était vraiment malade ». Dieu le protège, mais je me dis quand même, n'étant pas nous détenteurs d'un quelconque pouvoir divin, qui déciderait de la vie ou du trépas de qui que ce soit, je crois qu'à un certain moment, il faudrait pouvoir reculer un petit peu, réfléchir et se poser la question de savoir, dans tout ce qu'on fait comme combine, qu'est-ce qui nous sera le plus bénéfique? Et je ne pense pas que la mort de Vital Kamerhe pourrait être bénéfique à qui que ce soit. Elle pourrait être bénéfique à ceux qui se diraient, voilà, il se taira à jamais. Mais en quelque sorte, il pourrait avoir des conséquences incalculables. J'ai entendu le chef de l'État parler en Swahili. D'une certaine manière, c'est à l'Est qu'il s'est adressé. L'Est de Vital Kamerhe. Donc moi, je pense qu'il s'est adressé aussi à Vital Kamerhe dans sa langue, parce qu'il s'est adressé à la population.
Kamere lui-même de l'espace Grand Est swahiliphone, en parlant en swahili, c'est à lui aussi qu'il s'adresse, parce que le chef de l'État a bien dit qu'il n'exclut personne. Il ne choisira personne sur base de son appartenance tribale ou provinciale. Vraiment pour clôturer, c'est vrai, nous prenons à chaud, j'ai consacré 30 minutes vraiment pour ça, cette fameuse union sacrée, Mwanateba, d'accord? D'accord pour cette union sacrée? Totalement d'accord. Vous êtes d'accord? Totalement d'accord. Et pour ceux du FCC, on parle déjà de débauchage, on parle de l'argent qui circulait, on parle de corruption aussi, vraiment d'un marchandage, parce que le chef veut à tout prix la récomposition de l'Assemblée nationale, et les mauvaises langues disent que l'argent a circulé, les autres disent que c'est leur conscience a parlé. Cette union sacrée sera propre, ce ne sera pas aussi un endroit pour blanchir certains membres du FCC, comme on l'a fait à l'époque, hein, l'opposition à l'époque était l'endroit où blanchir certains moboutistes à l'époque. Beaucoup craignent aussi que cette nouvelle union sacrée soit l'endroit pour blanchir certains membres du FCC. Et vous savez, toutes les étapes de la vie politique en RDC ont leur part de blanchisserie. Le rassemblement lui-même était une blanchisserie. Le rassemblement était aussi une blanchisserie. Il y avait énormément de personnes qui ne pouvaient pas se tenir aujourd'hui devant la population et dire un mot. Mais elles ont été blanchies par le rassemblement. Moi, personnellement, l'union sacrée, je suis pour. Pas dans l'aspect politique, mais dans l'aspect humain, dans l'aspect sociologique. On a besoin de vent nouveau. Nous avons besoin de changer les choses et nous avons besoin tous d'une nouvelle gouvernance. Mais rien n'exclut que cette gouvernance se fasse avec le FCC ou avec certains membres du FCC. Les éléments me viennent. Retour à 2 tours des élections présidentielles parce que le chef de l'État en a parlé. Il faut qu'on retourne aux 2 tours à la présidentielle lors des élections de 2023. Absolument. Ça évitera au moins que les présidents en fonction s'arc-boutent sur leur pouvoir et cherchent à tricher au maximum au premier tour. Le chef de l'État lui-même parle du retour aux 2 tours parmi les remarques qui ont été faites. C'est une très bonne chose de revenir aux 2 tours. Ça réouvrirait un peu le jeu démocratique. Ça permettra enfin qu'on puisse faire un choix définitif entre 2 candidats au lieu de le faire sur un seul. Bien que très souvent, en RDC, même si on arrivait à 2 tours et que pour finir, il y avait les 2 derniers au 2e tour, on serait parfois amené à choisir entre la peste et le choléra. L'avenir politique de Joseph Kabila, c'est la CPI. Beaucoup disent que il doit aller à la CPI, il a commis beaucoup de meurtres, beaucoup d'offenses aux droits de l'homme et tout ça. Et donc, pour vous, Kabila, CPI? Non, la porte est déjà ouverte pour la CPI? Non, ce que je sais, c'est que je dissocie de temps en temps les actions du FCC et les actes de Joseph Kabila, sénateur à vie. À la CPI, je ne sais pas, normalement, au vu de ceux dont on l'accuse, sa place serait à la CPI. Mais le grand problème, vous savez, on accuse Kabila de tous les maux, mais personne n'a jusque-là déposé ne fût-ce qu'un dossier devant les cours des tribunaux. Ici, il n'est pas au-dessus de la loi congolaise. On voit la CPI, mais c'est de la lâcheté. Pourquoi ne s'organise-t-on pas pour le juger ici? Si réellement il y a des griefs contre lui, pourquoi ne pas porter des plaintes documentées au niveau des cours des tribunaux ici? On se rend compte que c'est l'état de droit, l'indépendance de la justice, cette justice indépendante. La fin de cette coalition FCC Cash, donc c'est la fin aussi de la mainmise de Kabila. Il n'y aura plus d'excuses, il n'y aura plus la main noire de Kabila, il n'y aura plus de jurisprudence. Sélé Alagouli bloque les finances, le ministre tel du FCC fait ceci, fait cela. Avec la nouvelle récomposition, toute la responsabilité reviendra au chef de l'État maintenant. Et c'est là le drame. Parce que là, maintenant, je crois qu'avec la fin de la coalition FCC Cash, je crois que le cash, enfin, quoique le cash n'existerait pas non plus. Je ne sais pas comment vous allez vous muer. Nous ne savons pas encore. Ça fera l'objet de longues palabres, comme d'habitude. Mais au moins, on se dit que là, nous allons être confrontés maintenant aux responsabilités de la gestion et aux conséquences directes de la gestion. Au moins, on vient de se priver d'un bouc émissaire. D'un bouc émissaire, c'est fini la faute à Kabila, ni la jurisprudence. Voilà, mesdames et messieurs, nous avons consacré 30 minutes vraiment parce que c'était l'actualité à chaud de ce dimanche, fin de la coalition FCC Cash et l'informateur pour vraiment nommer, voir un peu la nouvelle majorité au sein de l'Assemblée nationale. Donc,
le gouvernement tombe ipso facto, ou je ne sais pas, s'il y a un vide juridique, le Premier ministre va continuer à travailler. Donc nous sommes vraiment à chaud, nous allons avoir le temps de réfléchir peut-être pendant toute la semaine. Nous allons prendre maintenant le tout premier dossier, mesdames et messieurs, nous allons parler de la Covid. Eh bien, il y en a. Mouyembe nous a mis en garde par rapport à la deuxième vague de la Covid en République démocratique du Congo. Il a même dit que la société qui produit l'oxygène n'arrive pas à produire cela en quantité suffisante parce qu'il n'y a pas d'électricité. Dommage. Mouyembe a mis la puce à l'oreille. Attention, la SNEL, faites votre travail, sinon les gens vont mourir par manque d'oxygène dans notre pays et à Kinshasa. Et évidemment, nous allons parler de la Covid-19. Premier condensé, mesdames et messieurs. Nous avons fait le tour des centres de traitement Covid dans la ville de Kinshasa et nous vous confirmons que la deuxième vague est là. Par tous les hôpitaux que nous avons visités, ont des malades à un grand nombre qui dépasse donc le nombre de malades que nous avions à la fin de la première vague. Cela veut dire que la situation est grave et nous devons nous préparer. Le grand problème que les hôpitaux présentent actuellement, c'est le manque d'oxygène. Et comme vous le savez, plusieurs cas de Covid sont oxygéno-requérants, c'est-à-dire ont besoin d'oxygène. C'est l'oxygène qui sauve des vies au cours de la Covid-19. Nous allons maintenant nous engager à trouver une solution à ce problème pour que l'oxygène soit distribué dans tous les centres de traitement Covid. Depuis une année, le monde est sous la menace de la pandémie à coronavirus. Des efforts quant à l'élimination du virus dévastateur vont dans tous les sens. L'Afrique n'en est pas du reste, d'où la nécessité de financer les chercheurs africains dans cette lutte. Les Africains, il y a beaucoup de capacités intellectuelles en Afrique, c'est un manque de financement. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas attendre à ce qu'il y ait une pandémie avant d'engager des chercheurs africains. Il faut que ce soit une politique intégrée dans nos systèmes de renforcement des systèmes de santé. Des centres comme ceux du professeur Mouyembe doivent être équipés à tout le moment de continuer à faire des recherches sur les vaccins. À cet effet, l'Afrique compte vacciner près de 60% au minimum de sa population. Ce n'est plus question de si on aura une deuxième vague, c'est quand est-ce que nous allons avoir une deuxième vague et comment la deuxième vague, c'est notre coupe épidémiologique. Nous sommes vers la deuxième vague. C'est clair. Une chose est vraie, la pandémie à coronavirus est dans sa deuxième vague à Kinshasa, poursuit le docteur Kingasson. Nous aspirons à vacciner 60% de la population pour atteindre ce que nous appelons communément herd immunity, d'ici 2 à 3 ans. Comme vous le savez, il y a des mécanismes de COVAX qui disent qu'ils vont travailler avec les pays africains pour nous livrer vacciner au moins 20% de la population. Nous sommes tout à fait d'accord. On ne peut pas arriver à 60% sans passer par 20%. L'essentiel, c'est de commencer tôt. L'essentiel, c'est de faire une analyse de qui on doit vacciner. Rappelons que le respect des gestes barrières reste les moyens incontournables pour lutter contre la Covid-19, a fait savoir le docteur Kingasson. Daniel Monateba, nous avons suivi le docteur Tanfon. Quand même bizarre qu'une grande société en République démocratique du Congo, nous ne parvenons pas à produire de l'oxygène par manque de courant électrique. Non, mais ce qui est bizarre, ce qui est encore plus bizarre, je t'ai informé l'opinion, je pense que beaucoup ne le savent pas. Le drame, c'est qu'au niveau de la SCTP, nous avons une unité de production d'oxygène. Ah bon? Plus grande même, je pense, que celle qui a des déboires avec la SNEL.
Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne produisez pas? Mais parce que les appareillages ne sont pas totalement montés. Il y a une équipe qui devait venir pour procéder au montage et à la formation du personnel. Je crois que c'est aussi un appel lancé, pathétique, au niveau du ministère, au niveau du gouvernement, pour qu'il puisse donner un peu à la STTP. Quel gouvernement? Le gouvernement est en train d'évacuer ou de les affaires courantes? Quel gouvernement? Oui, mais ce sont des hommes qui vont être évacués. Mais les institutions vont rester. Ces hommes-ci, ou ceux à venir, c'est un appel qui est lancé et qui reste en l'air. Celui qui le saisira, le saisira. Il est grand temps de doter la STTP de moyens pour pouvoir arriver à mettre notre politique en application. Nous avons le PCA, José Makila et les autres administrateurs, dont moi-même. Je crois que nous avons une vision claire de ce qu'il y a à faire. Nous savons ce qu'il y a à faire. Nous proposons, mais à un moment, vous êtes buté. Qu'est-ce qui manque? C'est encore le FCC qui bloque la bonne marche de l'ex-Sonatra? Non, mais c'est toujours le FCC. Ce sont les financements du gouvernement. Donc, dès qu'on en majoritaire FCC, donc c'est le FCC. On y est encore, mais moi, je ne réfléchis pas comme ça. Je me dis que les problèmes au Congo sont globaux. Et par rapport à ça, on ne peut pas se focaliser que sur un problème. Mais ce que je demanderais, c'est que le peu qui pourrait être fait puisse être fait. Le chef de l'État était le premier à permettre à ce qu'on puisse toucher au début de son mandat 6 millions de dollars, bien que ces 6 millions aient été dilapidés, et je crois qu'il y a des poursuites qui devront être lancées pour ça. Mais 6 millions de dollars, ça a donné une petite bouffée d'oxygène à Donatra. Donc on se rend compte qu'avec un peu de bonne volonté, de grandes choses peuvent être faites. Les chercheurs africains, c'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup de chercheurs européens, l'impact des chercheurs européens dans l'obtention du vaccin contre la Covid-19, mais on ne sent pas les travaux des chercheurs africains. Bon, le docteur Mouniangui, depuis qu'il est venu, lui s'est dit que il est buté à une certaine classe ici qui ne veulent pas de lui, qui le combattent, qui ne veulent pas qu'il travaille, qui produise son médicament. Il y a un système qui l'empêche de travailler ici en République démocratique du Congo. Mais en général, les chercheurs congolais et africains, on ne les sent pas dans la bataille du Covid-19. Non, mais c'est un drame. Les chercheurs congolais, avant qu'on les prenne au sérieux, ils doivent se prendre eux-mêmes au sérieux. Le docteur Mouniangui, je ne connais pas personnellement, mais j'ai à suivre certains de ses travaux, certaines de ses publications et son évolution. C'est quelqu'un qui, à mon sens, est totalement compétent. Le problème, c'est que la médecine RDC suit le même processus que la politique. Les anciens ne veulent pas céder la place à une nouvelle génération. Les anciens préfèrent mourir au moment où ils préfèrent travailler jusqu'au moment où ils iront dans leur tombe. Personne ne dit je me retire, je forme et je donne la chance aux plus jeunes. Et puis ça c'est une catégorie. Mais le problème de l'autre catégorie des chercheurs congolais, ils se spécialisent en quoi? Il y a énormément de chercheurs, parce que même les tradis praticiens sont des chercheurs. D'une certaine manière. Certains font des recherches pour guérir certaines maladies, mais ils se focalisent sur quoi? Impuissance sexuelle, hémorroïdes, puissance de ceci, puissance de cela. C'est le drame aussi en République démocratique du Congo. Et c'est le drame du Congolais. Aujourd'hui, la Covid-19 apparaît, mais apparemment, ça ne dérange personne. Les gens sont plus inquiets de leur impuissance potentielle que de leur mort potentielle, de leurs poumons. Ils ne sont pas là-bas parce que la société congolaise a conditionné le Congolais à n'œuvrer que dans la bêtise et dans les futilités. C'est ça le problème. Nous allons rentrer en politique, nous allons aller à l'Assemblée nationale. Vous le savez, il y a cette pétition contre le bureau de l'Assemblée nationale. Et on ne sait pas, avec le discours du chef de l'État, si la donne va changer par rapport à cela. Et vous le savez aussi, Janine Mabunda a saisi le comité des sages par rapport à cette pétition. Suivons. La pétition contre le bureau de l'Assemblée nationale a déjà récolté plus de 250 signatures. D'après les tweets du député national Crispin Bindoulé, les signataires sont des députés de toutes les tendances politiques, notamment de l'AMOCA, du CACH et plusieurs groupes parlementaires du FCC. Cette démarche a pour finalité la déchéance du bureau de l'Assemblée nationale. L'élu de Boutembo accuse la speaker Janine Mabunda de bloquer les initiatives parlementaires de députés, la gestion financière opaque de fonds alloués à l'Assemblée nationale et surtout le manque de respect envers ses collègues députés. À ces griefs s'ajoutent les absences prolongées et injustifiées de la présidente aux plénières.
Toutes ces stratégies, affirme le député Bindoulé, traduisent la malice de Janine Mabunda d'empêcher tacitement les dépôts et les débats autour de la pétition qui vise à éjecter son bureau. D'après le président du groupe parlementaire FCC, le député corrompu seront connus les jours du dépôt de cette pétition initiée contre le bureau de l'Assemblée nationale. Le dossier sur la requalification de la majorité parlementaire est en passe de prendre d'autres tournures. Selon le bureau de l'organe délibérant, l'objectif poursuivi par la présidente de la Chambre basse du Parlement en saisissant le comité des sages de l'Assemblée nationale est de voir cette structure faire la lumière sur les allégations de corruption des députés nationaux. Conformément à ses prérogatives, Janine Mabunda souhaite à ce comité procède à des auditions et confrontations en dégageant toutes les conséquences. Notons que ces chapitres s'ouvrent alors que plus de 250 députés nationaux ont signé une pétition pour exiger le départ de l'actuel bureau de l'Assemblée nationale. Bien avant cela, plusieurs députés du Front commun pour les Congo ont décrié les faits que Jean-Marc Kabunda de l'Union pour la démocratie et le progrès social puisse s'adonner à corrompre les élus nationaux pour obtenir leur adhésion à la vision de Félix Tshisekedi pour la mise en place de l'Union sacrée. Il s'est signalé que pendant ces temps, le deuxième vice-président demande à l'initiateur de la pétition contre le bureau de l'Assemblée nationale de revoir ses calculs. Le chef de l'État a parlé, il a déjà dit qu'il y aura une réqualification de la majorité parlementaire. Mais je crois que Mabunda ne se laissera pas aller non plus. Je connais, c'est une dame de fer, elle va se battre. Parce que je crois qu'elle parlera peut-être, probablement, de la violation de la Constitution. Et elle a saisi le comité des sages par rapport à la corruption, entre guillemets, de certains députés nationaux. Vous pensez que nos députés sont aussi corruptibles que ça? De toute façon, je n'en douterai pas. Mais le problème, c'est que si nous en arrivons à le penser, c'est parce qu'il y a eu des cas d'école qui ont eu lieu pendant les 18 années passées. On a habitué le député à cela. Le Parlement, c'était devenu le temple de la corruption pendant toutes ces années. Et selon ce que nous entendions dire, bien sûr. Et apparemment, postuler au Parlement, vous voyez le nombre de candidatures qu'il y avait par siège. Il y avait parfois 26, 30 000 candidats députés nationaux. Pourquoi les gens se précipitaient pour aller postuler? Une Jeep, $6 000, non pas seulement, parce qu'il y avait des invisibles, comme on disait. Personnellement, cette situation m'attriste beaucoup. Mais ma crainte dans tout ça, c'est que je me dis que c'est avec ces mêmes gens et ce même Parlement-là qu'on va rechercher une union sacrée. C'est pas évident. Vous êtes vraiment pour la dissolution. À lire entre les lignes, parce vous voulez qu'on change carrément l'Assemblée nationale, qu'on dissolve cela et qu'on fasse des élections anticipées. Qu'on dissolve l'Assemblée nationale, oui. Mais je ne peux pas aller jusque-là parce que je sais qu'on aura 90 jours pour organiser des élections. Et qu'est-ce qui manque? C'est pas l'argent qui manque? C'est l'argent qui manque. On n'a pas les moyens. On n'a pas le moyen pour... On ne peut pas se fier à la communauté internationale parce qu'on a quand même... En interne, on ne peut pas avoir de l'argent pour des élections de députés nationaux? Simplement des députés nationaux? On n'en a pas? Simplement des députés nationaux. Mais ça va se passer avec quelle CENI? Ah, autre équation encore. Corneille Nangai est encore là. Vous savez, les problèmes sont à fragmentation. Le problème avec ces députés que vous voyez là, que reproche-t-il réellement à Mabunda? Nous, du cash. Les griefs sont là. Le chef de l'État, oui, les griefs sont là, officiels sont là. Le chef de l'État, j'espère, moi, qu'il ne commet pas une erreur en faisant confiance à la plupart de ces gens-là. Parce qu'on a énormément de personnes versatiles là-dedans. On reprochait à Mabunda, ce qu'on reproche à Mabunda, au-delà de ce qui est écrit, nous en entendions parler il y a déjà plus de 6 mois. Elles bloquent leur argent. Les députés, et ça c'est aussi un fait par rapport aux législatures passées. Les assistants et tout ça. On a vu des députés, on voit des députés tirer le diable par la queue. C'est pas honorant pour des députés nationaux, des élus. Tirer le diable par la queue. Les invisibles n'étaient plus là, les primes de ceci, les salaires parfois avec des retards, les assistants parlementaires totalement paupérisés. Je crois que là, on cherche à faire payer à Janine Mabunda
son insensibilité. Je préfère dire son insensibilité au problème de ses pères. C'est déjà ça. Mais on ne lui demande pas non plus qu'elle mette la main à la poche. Tout ce qu'on lui demande, c'est de donner ce qui leur revient de droit. Et même pour ça, ça posait problème. Des salaires à fragmentation. Elle s'octroie ça? Je ne sais pas. Et qu'elle se l'octroie ou pas, il y a un problème dans ce cas-là de communication. Si réellement c'est des fonds qu'elle ne percevait pas du gouvernement au titre de frais de fonctionnement, elle devait le dénoncer et parler. C'est ça exactement. Est-ce qu'elle n'a pas de preuve pour dire par exemple que le gouvernement ou là où je reçois l'argent, ben, ça n'arrivait pas à telle date ou telle... Elle n'a pas de preuve. Elle peut quand même pas se laisser accuser comme ça, tout bonnement. Ou bien tout simplement, l'argent arrivait peut-être, n'était pas forcément mal géré, mais était géré en fonction de ses priorités à elle. Et ces priorités n'incluaient pas forcément les députés. C'est le drame dans tout ça. Très, très dur d'être député en République démocratique. Et vraiment, votre crainte, je repose la question, c'est la versalité des députés nationaux. Vous avez peur que les mêmes tares, ils emmènent avec eux les mêmes tares. Donc, si en formant l'Union sacrée, bah, c'est retrouvé PKKT, donc il faut encore créer des problèmes. Non, mais moi, l'Union sacrée, j'y crois, je vous l'ai dit. Je crois au chef de l'État. Mais comme vous totalement, parlez... mais je ne voudrais pas que ça devienne une sacrée union. De réfléchir par l'absurde, parce qu'on est encore sous le coup de l'émotion. Mais je suis d'aller dans le sens de votre réflexion, justement. Oui, parce que yo lobby, se retrouver dans Mabunda Bambo, j'espère que ceux qui vont se retrouver dans l'Union sacrée, qu'on crée encore de problèmes au président de la République ou au prochain président de l'Assemblée nationale. Au-delà même de l'Assemblée nationale. Je vous dis, l'union sacrée, j'y crois, mais je n'aimerais pas qu'elle se transforme en sacrée union. Quel est le problème? Le chef de l'État a initié des consultations. Vous avez vu énormément de personnes, même celles issues du FCC, et beaucoup aussi qui étaient issues ni du FCC, ni de la Mouka, ni du Cash, qui se sont retrouvées par la force des choses sur le bord de la route. Toutes ces personnes ont accouru. Paulette, la politique, c'est un jeu d'intérêt. Toutes les personnes qui ont accouru vers le chef de l'État ne sont pas allées pour les beaux yeux du chef de l'État ou parce qu'elles croient au discours du chef de l'État, parce qu'elles sont proches du peuple. Non, chacun y est allé pour ses propres intérêts. Au sortir de cela, ça sera quoi le drame? Le drame, c'est que l'union sacrée, constatée, mise en place. Première étape, c'est mettre en place un gouvernement qui répondrait à des meilleurs critères pour travailler dans l'intérêt de la population. Qui dit mise en place d'un gouvernement dit poste ministériel. Tractation. On ne pourra pas servir tout le monde, surtout que le chef de l'État était clair. Diminution du nombre de ministères. Donc c'est-à-dire que de 65, on pourra passer à 45, ou selon moi, pour être plus responsable, à 35 ou à 30. Mais si on part de 65 à 35 ou 30, c'est-à-dire qu'il y a déjà la moitié des strapontins qui disparaissent. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura déjà la moitié des personnes qui prétendaient à ces sièges qui n'auront pas. Elles vont se rabattre. Et là, ça ne sera pas le gage de l'éclatement. On se dira, il y a encore les entreprises, tout compris. Les ambassades, tout ça. Non, certains n'attendront même pas jusqu'aux ambassades. Ils vont s'imiter aux entreprises publiques. Et dans les entreprises publiques, il y a plus de 200 députés qui attendront d'être mandataires, parce que pour finir, ils s'emmerdent au Parlement, parce qu'apparemment, beaucoup n'ont pas trouvé gain de cause par rapport à leurs propres aspirations. Désillusion totale. Et une fois que les entreprises publiques sortiront, certains se voyaient DGA ou PCA pour avoir le pouvoir, mais se retrouvent simples administrateurs, frustration. D'autres n'auront même pas le loisir d'être administrateurs, ou DG ou DGA. Tous ces gens-là, comment on les gère? Comment vont-ils attendre 2023 pour postuler? Encore politique congolais au Kanzalate. Et en ce moment-là, on risque de basculer d'une majorité à une autre. Parce qu'en ce moment-là, on se rendra compte qu'au niveau du Parlement, il y aura 280, 300 députés qui déposeront une pétition. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre, la relance de l'économie nationale passe par une restriction. Quand le chef de l'État dit réduire le train de vie des institutions, mais c'est le train de vie du Parlement aussi. Et du gouvernement. Le Parlement est une institution. Et de la présidence. Ça veut dire que bientôt là, même le peu qu'il y avait, il n'y aura peut-être pas. Quelle sera leur réaction? Et vous allez voir, dès demain, les gens vont commencer à réfléchir. Réduire le train de vie des institutions. Mais le Parlement aussi, ils sont prêts à tout, sauf à travailler vraiment dans l'intérêt de la population. Voilà, donc comme vous l'avez dit, j'ai bien aimé cette tournure, que l'union sacrée ne soit pas... Ne devienne pas une sacrée union. Une sacrée union.
J'aime bien cette tournure, je vais tweeter ça tout à l'heure. Nous allons, nous restons encore à l'Assemblée nationale. Nous allons parler du budget 2021 qui a été adopté, qui passe à la seconde lecture au Sénat. Et nous allons parler de la réception de 110 bus de Transco par le gouvernement sortant. Bon, j'ai dit sortant, mon Dieu, parce que dans nos têtes, on sait déjà que le gouvernement est sortant, mais non par le gouvernement. Et nous allons parler un peu de ce secteur de transport, représenté par cette grande société qu'est Lex-Sonatra, parce que vraiment, ce secteur qui est vraiment un secteur clé, mais qui cause énormément de problèmes à la population. Suivons ce troisième condensé, mesdames et messieurs. Sur 350 députés ayant participé au vote par appel nominal, 349 ont dit oui au projet de loi des finances 2021. Il est estimé désormais à 7,1 milliards de dollars américains, soit une régression de 21% par rapport au budget précédent. Cette adoption est intervenue après celle du rapport de la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale. Janine Mabunda, présidente de la Chambre basse du Parlement, espère que l'exécution du dit budget fera la part belle au social des Congolais. Nous sommes là donc pour apporter des réponses aux desiderata des citoyens, leur souhait d'unité et de paix. Une paix consolidée par l'héritage d'unité que nos prédécesseurs nous ont légué. Nous devons également être sensibles à leurs vœux pour une éducation meilleure de leurs enfants, leurs soucis pour les jeunes diplômés en proie au chômage ou au sous-emploi, ainsi qu'à leur volonté de nourrir et soigner mieux leurs familles. Un avis que partagent les élus nationaux. Ils estiment que contrairement aux budgets antérieurs, celui de 2021 doit veiller à ce que son exécution obéisse aux prévisions allouées, notamment au budget d'investissement. Nous avons rappelé que lorsque le Premier ministre est venu défendre le projet de loi des finances, il a dit que plus de 75% des recettes sont affectées aux dépenses de rémunération et de fonctionnement au détriment des dépenses d'investissement. C'est comme ça d'ailleurs que nous avons beaucoup insisté sur le fait que le budget soit exécuté en fonction des prévisions et que pour les dépenses d'investissement, que les provinces non immatriculées comme le Haut-Ouélé, les Bas-Ouélé, les provinces de l'ancien Équateur soient également prises en compte. Cette plénière était la première pour Janine Mabunda après son accident. Occasion pour les administratifs, mais aussi les députés nationaux de lui rassurer de leur soutien. Au total, 110 bus Transco de marque Volvo ont été réceptionnés à Matadi, dans le Congo central, par le gouvernement en vue de pallier aux difficultés de transport en commun auxquelles font face les Quinois chaque jour dans la ville de Kinshasa. Cependant, ce lot de bus fait partie des 440 bus achetés par le gouvernement au Brésil, dans le cadre de ce contrat signé avec la firme Sévère. Pour rappel, le gouvernement avait déjà reçu 220 bus et promet encore de doter le pays de plus de 600 bus. Il s'est dénoté que le contrat prévoit l'installation d'une usine de montage des bus en avril 2021, a rappelé Didier Manzenga, ministre du Transport et Voies de Communication. Selon lui, l'installation de cette usine va générer plus de 500 emplois aux Congolais. Avec l'acquisition de ces nouveaux bus Transco, le gouvernement de la République démocratique du Congo vient de répondre aux difficultés des transports de Congolais. Daniel Monateba, réception 110 bus Transco. Bouffée d'oxygène quand même pour cette population. 110 bus sur 440 au Brésil. Ça provient d'un Brésil. Bouffée d'oxygène pour cette population quand même. Bien sûr. Tout ce qui est susceptible de faciliter un tant soit peu le transport à la population doit être applaudi et doit être vu comme étant le bienvenu. Surtout que maintenant on sent effectivement l'apport de la société Transco depuis que la plupart des bus ne circulent plus, à part la ligne de Kinkole. Parce que je me suis renseigné. Ah, ok. Bon, pourquoi en faire un tel battage? C'est une autre question. Ça va dans la droite ligne des choses. Mais l'euphorie autour de la réception de ces bus Transco
nous en ramène à une problématique majeure qui découle du transport en général en RDC. Aussi bien le transport ferroviaire, lacustre, fluvial ou routier ou aérien. On a un problème sérieux. Je crois qu'il faudrait... Quel est ce problème? Vous êtes quand même là-bas, vous êtes quoi en fait? PCA? Administrateur simplement. Donc, mais ça ne va pas, parce que vous êtes quand même la grande société de transport de la République démocratique du Congo, je crois. Si ma mémoire est bonne, cette société a commencé déjà avec les Belges, non? Ça existait vraiment avec les Belges déjà, mais après les indépendants, ça va un peu, mais aujourd'hui, la SCPT est à mouroir. Canard battu, dit-on. Mais c'est tout à fait faux. Comment ça? Poule aux œufs d'or. Ah, quand même. Ah oui. Les bandes des Akatité, hein, comme on dit. Mais c'est vrai que l'état actuel de la SCTP ne donne pas trop d'espoir à ceux qui ne savent pas voir loin. Mais pour les âmes bien nées et les visionnaires, en toute humilité, je me classe parmi cette catégorie des visionnaires. Avec un minimum de bonne volonté. Une gestion drastique des finances, parce qu'il y a un grand problème aussi à ce niveau-là. La SCTP génère de l'argent, pas suffisamment, mais le peu qu'elle génère devrait être mieux orienté. Ces recettes? Mais les recettes de la SCPT, en grande partie du port de Matadi, qui est le principal pourvoyeur des recettes de la SCTP. Il y a le port de Boma, il y a le port de Kinshasa, il y a le PPF, c'est-à-dire Beach Ngobila et consorts, qui gèrent un peu tous tous les beachs. Le long du fleuve. Il y a le chemin de fer, qui génère quand même de l'argent. Il y a les chantiers navals, qui étaient censés... Le chemin de fer, quel chemin de fer qui est fonctionnel ici? Kinshasa-Matadi, c'est fonctionnel? Il y a des trains qui... Il y a avec des trains qui roulent à 10 km/h quand il n'y a pas de ralentisseur. Oui, fonctionnel, mais pas dans les bonnes conditions. Et ça nous ramène à la problématique de l'investissement. Maintenant, quelle est l'entité susceptible d'investir à la SCTP? Mais c'est l'État. Parce que l'État congolais doit plus de 400 millions de dollars à la SCTP. Aujourd'hui, je vous informe que Congo Airways, Transco, là, toutes ces sociétés qui ont vu le jour sous Matata Pogno, mais énormément de ces sociétés ont été créées grâce au concours de la SCTP. Moi, je ne comprenais pas. La SCTP est en train de mourir. C'est comme si vous êtes en stade 2 du coma, à l'agonie, et qu'on vous dit que non, votre soeur est malade. Mais je crois que la meilleure des choses à faire, c'est de chercher des poches de sang pour la transfuser. Mais vous qui êtes déjà en stade 2 du coma, en carence d'hémoglobine et de sang, on vient vous ponctionner encore un peu de sang pour injecter à votre soeur. Et votre soeur se porte mieux, et pour finir, vos parents ne vous regardent même pas. Alors que c'est vous qui avez permis à votre soeur de se porter mieux. C'est ça qui se passe. Non, je crois vous ne pouvez pas avoir des fonds propres pour subvenir vous-même. Mais des fonds propres qui viendraient d'où? Mais c'est ça, ce qui provient de Port de Matadi et tout ça. Non, mais ne peut pas aider à rebondir. Non, ça ne peut pas aider. En fait, si actuellement, sur fonds propres, on peut avoir la meilleure gestion possible. Et encore, il faudrait avoir... Il y a moyen de... Ça prend énormément de temps. Et encore faudrait-il qu'il y ait des personnes qui ont le sens du management et de la gestion. Mais vous êtes là, non, vous n'avez pas le sens du management. Tous ceux qui sont là, PCA, des jeux, je ne sais pas moi, non, mais pas PCA et administrateurs que nous sommes, avons justement une vision, le sens du management, de la gestion en termes de contrôle et d'orientation. Mais nous ne gérons pas la société. Qui gère? Donc il y a dichotomie entre vous et ceux qui gèrent au quotidien. Non, cette dichotomie a été a été coulée dans la loi. Le conseil d'administration contrôle et donne des orientations. Le comité de gestion gère au quotidien. Si la gestion au quotidien ne suit pas les avis et considérations du conseil d'administration, on n'avancera pas beaucoup. Je ne suis pas venu ici pour tirer sur qui que ce soit. C'est ce qui se passe réellement, c'est ça? C'est ce qui se passe? Alex Onatra? Non, il se passe, selon moi, ce qui se passe, c'est plutôt... nous sommes butés à un comité de gestion qui a l'impression que le conseil d'administration n'est pas un partenaire, mais plutôt un empêcheur de tourner en rond. La vraie question de savoir, ils veulent tourner en rond où?
Pour gérer c'est quoi? peut-être la politisation, Pour faire quoi? la politisation de ces sociétés d'État, hein, parce que le chef de l'État en a parlé aussi dans son discours, si je ne me trompe pas. Et c'est un problème. Il faut dépolitiser un peu ces sociétés. Absolument, il faut dépolitiser. D'ailleurs, vous avez eu votre place parce que vous êtes allié de l'IDPS, parce que vous êtes l'allié de l'UNC, nous. Il y a un dans poste. Mais oui, mais il faut aussi la Makamouana, il faut que ça s'arrête. J'ai été nommé administrateur sur le quota UNC. Vous ne méritez pas ce poste-là. Qui vous dit que je ne mérite pas? Mais oui, parce que c'est politique, puisqu'on parle de la dépolitisation des postes dans les entreprises de l'État. Est-ce que, attendez, madame, je ne m'y accroche pas, je ne suis pas un macromaniaque de ce poste-là, laissez-moi vous le dire, et je crois qu'il ne faut pas faire les amalgames. Moi, personnellement, le chef de l'État me demande de partir demain, je partirai. Je ne dirai pas sans état d'âme, avec peut-être la mort dans l'âme, avec des regrets par rapport à ce que je comptais apporter à la société et que je lui apporte déjà. Je crois que au sein de la société même, certaines bonnes âmes pourront en témoigner, mais je me retirerai. Mais le vrai problème, en termes de comité de gestion, c'est vrai qu'il faut des managers, des technocrates et tout, mais qui vous dit que Monateba n'est pas un manager? En tant qu'administrateur, quel est mon travail? Il ne faut pas juste dire non, comme il vient d'un bord politique, il faut l'écarter. Non, le problème c'est qu'il y a énormément de personnes qui viennent de bords politiques, mais qui brillent dans les différentes entreprises publiques. De même que certaines font la honte du bord d'où elles viennent. Moi, personnellement, je fais mon travail comme comme il se devrait. Et je crois qu'actuellement, le conseil d'administration, et vous voyez que nous avons été lancés à la SCTP en tant que politique, comme vous dites, les quotas. Mais une fois au sein de la SCTP, au sein du conseil d'administration, Makila est du FCC. L'administrateur Nzangi, l'honorable Nzangi du FCC, Mapanze FCC, Antoinette Kipoulou FCC, l'administrateur Mbo du CACH, nous sommes qu'à 2 du CACH au niveau du conseil d'administration, mais d'où vient cette harmonie? D'où vient cette, comment on appelle ça, unanimité quand il s'agit de prendre des décisions qui vont dans le sens de l'intérêt de la société? Nous nous respectons, nous savons tous d'où nous venons, nous savons que ce ne sont pas nos partis politiques qui gèrent le conseil d'administration ou la société, ce sont les individus qui ont été mis là par le chef de l'État pour obtenir un résultat. Et c'est ce que nous essayons de faire. Exactement. Le budget, déçu par ce budget qui est toujours aussi, on dirait que ça stagne, hein, toujours 4, 5, 6 milliards, 4, 5, 6 milliards. Comment vous expliquez-vous, Daniel Monateba, que nous ne parvenons pas à dépasser le cap de 10 milliards de dollars? Mais on l'avait dépassé en 2019. Déjà? Effectivement, parce que beaucoup disent sur papier, sur papier, oui, mais moi je ne parle pas du papier. Encore c'est à la boule qui a remis tout ça en question et ça a été revisité à la baisse. On est à 4 millions et demi, 5 millions. 4 milliards et demi, 5 milliards. Aujourd'hui, ce sont les mêmes députés à qui on a fait appel pour l'Union sacrée, incapables de pondre un budget supérieur à 10 milliards pour pallier aux carences et aux problèmes de la population. C'est un problème. Pourquoi on n'y arrive pas? Mais pour la simple et bonne raison que le problème du budget n'en est pas un. Le budget n'est qu'une résultante. Résultante de quoi? De tout ce que le chef de l'État a énuméré. Corruption, gangrène, détournement. Et puis, également aussi, en grande partie, manque de compétences dans les différents services publics de l'État. Aujourd'hui, même dans l'administration publique, c'est devenu un peu du n'importe quoi. Comment voulez-vous que des gens qui n'ont jamais appris dans le domaine, le BABA, du domaine dans lequel on les lance, comment voulez-vous qu'ils produisent? Au-delà de tout, on doit savoir que la vraie richesse de la RDC, ce sont ses ressources humaines. Raison pour lesquelles, dans la plupart des entreprises, le directeur des ressources humaines vient juste après le DG. Le DGA, c'est lui qui est précédent de tous les directeurs. Pourquoi? Parce que il faut investir en l'homme, comme le disait Arthur Zaïdi Ngoma. Et ça, c'est une leçon que j'ai tirée de lui, j'ai tiré de lui et que je garde au fond de moi. J'étais même heureux de voir le chef de l'État reparler des accords de Mboudi. Il faut rappeler avec la gratuité, mais la gratuité... Non, pas la gratuité, les accords de Mboudi par rapport avec le SMIC, aux enseignants. Oui, enseignants et tout. Mais c'est une idée d'Arthur Zaïdi Ngoma. Oui, je fais un raccordement frauduleux par rapport à la gratuité de l'enseignement. Est-ce que pour vous, ça a marché cette année, cette gratuité? Est-ce que pour vous, on doit revoir? Parce que le chef de l'État en a martelé, il a dit ça doit s'appliquer, cette gratuité. Mais sur le terrain, je mets l'accent, c'est beaucoup plus peut-être sur les écoles catholiques, parce que comme on dit, Paulette dit que ce sont les écoles catholiques où ils veulent pas de la gratuité, c'est pas tout le monde. Mais cette gratuité, pour vous, est-ce que ça a été... une victoire politique du chef de l'État, mais sur le terrain, beaucoup disent que c'est pas le cas, c'est pas ça, c'est difficile d'appliquer cette gratuité aujourd'hui. PKK, votre raccordement ayant été frauduleux, on va dans l'obligation
de le détacher. C'est un sujet très sensible qui demande énormément de temps pour m'expliquer. Je vais essayer d'y aller quand même de manière vraiment concise, mais pardonnez, je demande aux téléspectateurs de me pardonner certaines insuffisances en termes d'information. La gratuité en elle-même n'a pas été une décision du chef de l'État. La gratuité est constitutionnelle. Ok. La gloire, les lauriers les fleurs qu'on doit jeter au chef de l'État, ce n'est pas dans le cadre de la conceptualisation de la gratuité, mais dans le cadre de sa mise en application. Pendant les 18 ans, là, les 13 ou 15 ans de Kabila, la gratuité était déjà là, mais n'avait jamais été mise en application. Félix Tshisekedi vient et dit non, il faut qu'on la mette en application. Mais moi... Sans étude préalable, même si c'est constitutionnel. Non, mais comment le simple fait qu'on la couche dans la Constitution, c'est-à-dire qu'il y avait un esprit qui a poussé à cela. Et le simple fait qu'on en ait parlé autant, parce que les gens du FCC vous diront quoi? Oui, Kabila était le premier à la mettre en application, mais il y avait tellement de difficultés que ça n'a pas pu être fait. Des études avaient été faites en ce moment-là pour la mettre en application. Des études qui ont abouti à une incapacité à la réaliser. Avec le chef de l'État actuel, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mon président, votre président, Paulette. Je n'ai jamais nié. Notre président à tous. Exactement. Lorsqu'il a parlé de la gratuité, il s'est dit, ça sera difficile, mais je vais essayer de me donner les moyens de ma politique. Avec un budget de 4 milliards, je suis du cash. Je suis du cash, et fier de l'être. Je suis cash. Mais ce n'est pas moi que vous prendrez dans le djalelo ou dans le fait d'applaudir à tout va, à tout ce qui va, ou même à tout ce qui ne va pas. Il y a des problèmes actuellement avec la gratuité. Et un des problèmes, c'est justement la modicité du budget. Mais lorsque le chef de l'État dit que la gratuité devra avoir lieu, vous savez, ce sont les hommes qui sont amenés à réfléchir sur le fait de pouvoir trouver des solutions aux problèmes. On ne peut pas dire que le problème est trop grand. Si on dit que le problème est trop grand, c'est que notre intelligence est trop petite face à ce problème. L'avant-dernier papier, nous allons parler du renouvellement des serments des officiers. Vous avez vu, hein, les officiers ont martelé leur impartialité, le fait d'être une armée républicaine, d'être fidèle à la République et non aux personnes. Ils l'ont martelé dernièrement. Et nous allons parler de ce voyage raté de Kabila, parce que je vais poser cette question à Moana Teba. Est-ce que Kabila est-il aujourd'hui le prisonnier politique de Antoine Félix Tshisekedi, de Félix Antoine Tshisekedi? Nous allons en parler tout à l'heure. Au sortir de la réunion avec le chef de l'État Félix Tshisekedi, les hauts gradés des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise ont réitéré leur soutien au président de la République et aux valeurs républicaines. Nous, militaires et policiers de la République démocratique du Congo, demeurons apolitiques et républicains, totalement dévoués à la cause Congo. Face aux vicissitudes du moment, restons attachés aux valeurs démocratiques consacrées par l'article 187 de notre Constitution qui stipule que les forces armées et la police nationale congolaise ont pour mission de défendre l'intégrité du territoire national et les frontières. Le général Léon Richard Kassonga, porte-parole de FARDC et porte-parole des circonstances, a rassuré au président de la République qu'aucune campagne de sédition ne viendra ébranler l'engagement citoyen de FARDC et la PNC. Redevables vis-à-vis de la population congolaise dont elles sont l'émanation, les forces armées et la police nationale congolaise rassurent votre suprême autorité qu'aucune campagne de sédition de quelque nature que ce soit ne viendra ébranler notre engagement citoyen et notre détermination à demeurer apolitique, national et républicain. Il faut souligner que cette réunion du chef de l'État Félix Tshisekedi avec les hauts gradés de l'armée et de la police avait duré près de 4 heures et des instructions fermes leur ont été données selon les prérogatives constitutionnelles de l'institution président de la République. Déjà dans la journée de vendredi, des messages avaient envahi les réseaux sociaux annonçant Joseph Kabila à Lubumbashi ce samedi 5 décembre. Sur place, la mobilisation était au rendez-vous pour accueillir l'ancien président de la République. Ce samedi matin, les choses ont mal tourné. D'abord, cette photo prise à l'aéroport d'Ndjili,
montrant les collaborateurs de Joseph Kabila en partance pour Lubumbashi. La photo fait du bruit dans l'opinion lorsque des messages d'annulation du voyage commencent à pleuvoir. Pour certains, Joseph Kabila a été interdit de voyager. Pour d'autres, le voyage a été reporté. Pour d'autres encore, les tractations politiques en cours ont fait annuler le déplacement. Des heures passent, l'opinion ne retient qu'une seule chose, Joseph Kabila ne plus aller à Lubumbashi. Dans les réseaux sociaux, la colère de ses partisans est perceptible. Dans un tweet, quelqu'un pouvait dire « Je condamne avec fermeté l'interdiction des voyages imposée à Joseph Kabila ». C'est de l'arbitraire. À Lubumbashi même, une marche de protestation a été improvisée. Et là, la chanson Ingratitude a été entonnée. Cette crise semblait donner à Joseph Kabila un statut d'opposant à Félix Tshisekedi. Un opposant partenaire, en même temps, au même président de la République. Ça ressemblerait à un revers de la médaille, Joseph Kabila, tout puissant hier, mais qui s'affaiblit de plus en plus. Le voyage raté de Kabila. Beaucoup disent que Kabila est un fin politique, un renard. Et il le savait qu'il n'allait pas aller à Lubumbashi. Il a simplement voulu démontrer sa popularité au Grand Katanga, comme l'a fait Jason Sendoe à l'époque, Moïse Tshombe et les autres, qu'il est incontournable au Grand Katanga. Kabila est-il incontournable au Grand Katanga aujourd'hui? Personne n'est incontournable. Kabila peut être très influent. Il peut avoir une forte base au Katanga. Mais dire qu'il est incontournable, je ne pense pas. Parce qu'aucun être humain n'est incontournable où que ce soit. Même Daniel Monateba n'est pas incontournable au Maniema. Le chef de l'État n'est pas incontournable au Kasaï. Moïse Katumbi n'est pas incontournable au Katanga. Il était tout puissant gouverneur du Katanga réuni. À un moment, il a peut-être commis l'erreur de se croire incontournable. Mais pour finir, où en sommes-nous? Il est allé en exil. Il est allé en exil, le Katanga a été démembré. Personne n'est incontournable. Martin Fayoulou n'est pas incontournable au Bandundu, au Bas-Congo. Personne n'est incontournable. Le tout, c'est de savoir garder sa place. C'est le secret de la réussite en politique. Bonne question. Est-ce que Kabila n'a Français Matata pour nous composer, le président Joseph Kabila n'a-t-il pas pu garder sa place? N'a-t-il pas outrepassé ses prérogatives d'ancien chef de l'État? En lingala, les Kinois disent maintenant garder bande. Garder bande. Garder bande. Non, le problème c'est qu'il y a garder bande. Mais bande naïe. Baboyeki. Bazoli na kokota kota na bande moninga. Et puis aujourd'hui, Madame Kimuntu, je vais vous dire ma pensée profonde. Ma pensée profonde est que ce voyage du Katanga, en fait, n'en était pas un. C'est un coup de bluff ou un effet d'annonce pour obtenir un résultat. Vous dites que le résultat, c'était de démontrer sa popularité au Katanga. Peut-être, mais je ne pense pas que Kabila Joseph, sénateur à vie, soit dans cette optique populiste-là. Non. C'est pas trop ça. Je crois que le plan est différent. Par là, en fait, j'ai l'impression qu'il a surtout voulu faire ressortir et rejaillir l'intolérance du régime en place. Par pour dire que, voilà, on m'empêche de voyager, voilà. Jusque-là, Joseph Kabila n'est pas sous le coup d'une quelconque accusation. Exactement. Je pense que, à moins que les informations que nous avons détenues aient été vraies et que c'est sur la demande, à la demande du chef de l'État, qu'il a demandé de surseoir à ce voyage entre leaders, l'un du FCC, l'un du Cash. Si ça s'est passé à ce niveau-là, je me dis, bon, c'est compréhensible. Bon, mais si c'était juste... Si on doit juste croire en ce que nous lisons parfois dans les réseaux sociaux et selon certaines informations, qu'il a été empêché de voyager... C'est une faute politique pour l'actuel président? Ben, ça peut peut-être avoir un soubassement sécuritaire.
Mais politiquement, constitutionnellement, c'est une faute. Il n'est pas inculpé. Opposant partenaire, aujourd'hui, de le principal opposant de Félix Antoine Tshisekedi n'est plus Martin Fayulu, mais c'est Joseph Kabila, selon vous? Partenaire hier, opposant aujourd'hui. Bon, on est opposant. La politique est dynamique. Hein? On est opposant quand on ne détient plus la majorité au Parlement. Nous n'en sommes pas encore là. Ah, ça, on sait plus très bien aujourd'hui. Principal adversaire de Félix Antoine Tshisekedi, c'est Joseph Kabila. Là, je peux le croire, mais il l'a été depuis le début de ce quinquennat. Ah, dès le début, on a vu certains amis du FCC ne pas comprendre que Yémé n'était plus au pouvoir. Nous allons parler du renouvellement de ce serment. Beaucoup disent, moi d'ailleurs personnellement je l'ai tweeté, j'ai dit le tigre ne montre pas sa tigritude, il bondit et il attrape sa proie. Pourquoi l'armée doit marteler aujourd'hui sur le fait d'être apolitique et républicaine? C'est qu'au fond, il y a eu malaise ou il y a eu quelque chose de pas bon dans l'armée, parce que la grande muette ne parle jamais. Il y a eu plusieurs sorties de l'armée ces derniers temps. Oui, mais le seul serment que j'ai trouvé cohérent, moi, c'est celui de la garde républicaine, qui a pour mission de protéger le chef de l'État, son épouse, sa famille et ses membres de famille et ses hôtes. Pour ce qui est des FARDC, déjà un serment lu par le porte-parole des FARDC. Ce serment a-t-il été concerté? Je ne pense pas. Il a peut-être dit ce que lui pensait, mais est-ce que tous les autres le pensaient? Et si tous les autres ne le pensaient pas, pourquoi j'ose hypocrite à venir quand même malgré tout? Il y a une question directe. Y a-t-il malaise au sein de notre armée? Parce que le chef de l'État parlait du fait qu'il ne veut plus du brassage, genre brassage, mixage qu'il y a eu à l'époque. Hein. Il n'en veut plus tellement. Ce sont des problèmes qui nous poursuivent jusqu'aujourd'hui. Il y a malaise au sein de l'armée? Je ne peux pas le confirmer, mais une chose dont je suis sûr, c'est que pourquoi la nécessité de prêter de nouveaux serments de loyauté? La loyauté, elle est constitutionnelle. On n'a pas besoin d'une armée qui vient chaque 3 mois prêter serment de loyauté au chef de l'État. Allégeance au chef de l'État. Et le simple fait que la grande muette se prête à ce jeu-là me pousse à croire qu'il y a peut-être des raisons que nous ignorons, qui poussent les officiers à vouloir à tout prix démontrer au chef de l'État qu'ils lui sont loyaux. Vous savez, même à la maison, au bout d'un certain temps, je t'aime. Le « je t'aime » qu'on dit à sa femme ou à son mari sort dans des circonstances justes. Mais dès le moment où, même en cas de dispute, le mari regarde sa femme et dit « je t'aime ». Sa femme aussi « je t'aime ». Bon, à un moment, il y a des « je t'aime » qui sonnent fausses. J'espère qu'on n'en arrivera pas à des « je t'aime » moi non plus. Voilà, nous allons terminer par une note triste, mesdames et messieurs. Comme vous le savez, le président de l'UNPC, l'ancien président de l'UNPC, Kasonga Chilunde, s'en est allé. Il a été porté à sa dernière demeure ce week-end. Il y avait la présence de madame Denise Nyakeru Tshisekedi, qui est membre d'honneur à vie de l'UNPC. Elle est allée rendre hommage à ce grand monsieur qui normalement cette année devait avoir 70 ans. Nous allons terminer par cette note triste. National de la mer du Congo. En paix, Kasonga Chilunde, qui était le président de l'Union nationale de la presse du Congo. Son dernier congrès, c'était à Mwanda, dans le Congo central, avec la présence de
la première dame, qui est d'ailleurs allée s'incliner sur sa dépouille mortelle. Est-ce que vous l'avez connue personnellement, Kasonga Chilonde? Je l'ai rencontré quelques fois dans les couloirs du ministère de la Communication et Médias, lorsque j'ai été en tant que conseiller politique. On a eu à échanger. C'est quelqu'un, malgré son âge, qui avait un esprit extrêmement vif. Un grand blagueur, hein, malgré les airs bougons. Mais sa mort m'a vraiment fortement attristé. Que dire de plus que son âme repose en paix. C'était un brave. Vraiment. C'est vraiment la corporation qui a perdu un journaliste brillant, un grand frère pour nous, un papa, parce qu'il nous prodiguait énormément de conseils. Mais c'est vrai, la mort fait partie de la vie, donc la vie continue, l'UNPC continue. Vous m'avez dit, vous avez posé cette question out of the record, et moi je vous dis que non, il n'y a pas de UNPC, Daniel Mwanateba, il n'y a qu'une seule UNPC, comme la République démocratique du Congo, indivisible et une. Donc il n'y a qu'une seule UNPC. Je ne sais pas qui sera le prochain président de cette institution, mais bon, voilà, la vie en a décidé ainsi. Je crois que le temps qui nous a été imparti est terminé. Frédéric Epimo, c'est terminé, hein, voilà. Donc nous avons passé 1h20 avec vous. Dernier mot avec Daniel Mwanateba. Vraiment politique fiction, quelques poussières de secondes. Est-ce que le discours du chef de l'État pour vous est un discours d'espoir ou c'est un discours qui est venu remuer quelque chose et on ne sait pas ce qui va en sortir? C'est un discours d'espoir qui est venu remuer beaucoup de choses. Entre-temps, nos consciences en tant qu'être humain, nos consciences en tant que Congolais. Je crois que chacun de nous doit se sentir interpellé par ce discours qui a englobé toutes les classes, les couches sociales. J'ai oublié. Frédéric, une minute. La diaspora, le chef de l'État en a parlé. Il a promis que peut-être d'ici là, peut-être dans les prochaines élections, il y aura vote des Congolais de l'étranger et il y aura même une place pour eux à l'Assemblée nationale. Parce que j'étais vraiment en train de suivre ça à la va-vite, c'est ma revenue. Pour vous, c'est une bonne idée que cette diaspora congolaise participe vivement, activement dans la politique de leur pays natal? Vous savez, quand vous voyez comment certains frères se comportent dans la diaspora, bon, ils sont congolais, hein, on ne peut pas leur priver de leur droit de vote, hein, parce qu'on a vu même des aliénés mentaux ou des aliénés mentaux postuler ou carrément aller voter. S'ils doivent... la Constitution leur accorde en tant que Congolais. C'est un droit constitutionnel. Le chef de l'État n'a rien inventé. Il veut juste mettre en application des préceptes... Comme la gratuité de l'enseignement. Constitutionnels. Et tout est à son honneur. J'inviterai beaucoup, surtout les amis de la diaspora, à revenir de plus en plus souvent à RDC pour s'enquérir réellement, palper les réalités sur le terrain, au lieu de se limiter à ce qu'ils apprennent dans les réseaux sociaux et à ce à quoi ils réagissent parfois avec une irrationalité, mais sans nom, quoi. Il faudrait venir, chers frères, chers amis, venez en RDC, venez dans votre pays, tâtez du doigt les réalités et faites-vous une opinion par vous-même et non pas par les messages du net sur Internet qui ont tendance à vous bourrer le crâne et à vous pousser parfois à réagir de manière violente, irrationnelle et immodérée. Merci Daniel Mwanateba d'être passé à la barre. Il est premier secrétaire national du Parti socialiste, cette fois-ci, je dis vrai, et il est administrateur à la SCTP ex-ONATRA. Voilà, avec lui, nous avons vraiment parlé d'ailleurs en long et en large, vraiment avec grande émotion, parce que nous n'avons pas eu beaucoup de recul par rapport au discours du chef de l'État, mais nous avons quand même osé en parler. Nous avons décortiqué tant soit peu ce discours tant attendu. Ce que nous devons retenir, mesdames et messieurs, c'est la rupture de la coalition FCC-Cash et un informateur d'ici là pour requalifier la nouvelle majorité à l'Assemblée nationale. Et on ne sait pas très bien comment ça va se passer, s'il y aura encore réunion des ministres, si le gouvernement est démissionnaire, si le bureau de l'Assemblée nationale est démissionnaire, on ne sait pas trop. D'ici la semaine prochaine, tout va se requalifier et on en parlera peut-être avec moult détails le dimanche prochain. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour votre fidélité. Merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux et précisément sur ma page La Lune Info. Merci à Guilou Koki pour la prise de vue et à Frédéric Pimo à la régie finale. Et on se retrouvera, mesdames et messieurs, avec le même plaisir le dimanche prochain. Inch'Allah.